Non, je crois que j'ai commencé l'enregistrement. Voilà, je me permets d'introduire, grâce à Midreshet Yehuda Manito, aujourd'hui on a un cours exceptionnel du Rav Ethan Fison sur l'histoire de la transmission de la Torah, de la fin de la prophétie à nos jours. Rav, je vous laisse la parole et je vous souhaite à tous une bonne écoute. Top, Razak ou Baruch. Alors effectivement, quand on m'a posé la question hier, est-ce qu'on reprenait le sujet normal? J'ai dit oui, oui, on reprend. Et puis, je ne savais pas qu'il y avait, entre-temps, le monde qui allait changer, qu'il y aurait la Fsakatesh. Je ne sais pas quoi vous dire sur ce que... Je pense qu'on est tous pareils. On ne sait pas quoi penser. Voilà, on ne sait plus quoi penser depuis 12 jours. On est évidemment content que la guerre s'arrête, mais on ne sait pas si elle va s'arrêter. On est content de toutes les choses qu'on a fait en 12 jours extraordinaires, mais on se dit d'un autre côté que pourquoi est-ce qu'on a fini comme ça. Mais d'un troisième côté, avec tout ce qui s'est passé depuis le début de la guerre, on peut quand même donner un peu de crédit à Bibi Netanyahu qui sait plus ou moins ce qu'il fait. Mais d'un quatrième côté, tu te dis, d'accord, mais les mecs, ils ont quand même tiré après la Hafsakates, il y a eu 4 morts, et nous, on n'a rien répondu. D'un cinquième côté, il y a Trump qui a dit nous à Israël. Bekitsour, je ne sais pas quoi vous dire. C'est-à-dire, je ne sais pas quoi vous dire, donc je ne vais pas faire un cours sur le je ne sais pas quoi vous dire. Donc, on va revenir dans notre histoire à nous. C'est-à-dire, alors, où est-ce qu'on était arrivé? On était arrivé plus ou moins, on était arrivé à la fin du XIVe siècle, et donc nous sommes au XVe siècle. Et on avait vu un petit peu et les rabbins séfarades et les rabbins ashkénazes. Il faut bien le dire, à ce moment-là, toutes les années 1400 voient crescendo monter un vrai problème qui se profile. On sait tous de quoi on parle, on sait tous ce qui va se passer en 1492, mais ne croyez pas que le Guérouche Sfarad, l'expulsion des Juifs d'Espagne, se fait sur un coup de tête et comme ça, comme ci, comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. C'est petit à petit. En Espagne et au Portugal, ça gronde et ça monte. Alors plus en Espagne d'abord qu'au Portugal, mais ça monte, ça monte, ça monte. Dans cette période-là, imaginez-vous, vous êtes rabbin d'une période où l'antisémitisme est en train de grimper de manière exponentielle. Et vous, vous êtes non seulement rabbin, mais en plus vous êtes un noble. Vous êtes un noble, et donc, que faire? Eh bien, ça va être toute la grande difficulté à jongler que va avoir Rabbeinu Yitzhak Abrabanel. Rabbi Yitzhak Abrabanel, donc lui, il vit de 1437 à 1508, il est en plein dedans, et il vit justement la problématique de cette montée de l'antisémitisme, de cette montée de l'Inquisition. Vous savez que pour l'instant, l'Inquisition en Espagne ne touche pas les Juifs. L'Inquisition en Espagne touche les Juifs convertis, les conversos, comme on les appelle. C'est-à-dire qu'on ne touche pas encore aux Juifs qui n'ont pas voulu se convertir. OK? Et Rabbeinu Yitzhak Abravanel, donc il doit jongler entre tout ça. Entre-temps, Rabbeinu Yitzhak Abravanel, lui, il est né à Lisbonne, au Portugal. Et là-bas, on a dit c'est plus calme. C'est plus calme et il va même finalement devenir anobli. Alors, il est évidemment rabbin dans tout ce que ça veut dire, mais il est également philosophe, il est également un homme d'État. Et il va devenir finalement le ministre des Finances du royaume du Portugal. C'est pas rien. Il deviendra également le conseiller des rois de Naples et de Venise. C'est quand même pas rien. Et donc, fort de tous ces rôles, il va essayer de faire annuler le décret du Girouche Sfarad. Il faut savoir que Rabbeinu Yitzhak Abrabanel, il fait partie de la famille de David Ameller. Il descend en droite ligne de David Ameller. Et donc, par exemple, tous les gens qui s'appellent aujourd'hui Abrabanel descendent de cette famille-là. Et donc, eux aussi descendent de David Ameller. Rabbeinu Yitzhak Abrabanel, il a une chita dans la Torah qui est une vraie chita espagnole de l'époque.
vous vous rappelez, je ne sais pas si on l'avait suffisamment évoqué, mais je pense que oui, qu'on a expliqué que l'âge, ce qu'on appelle l'âge d'or des Juifs d'Espagne et des rabbins en Espagne, c'est qu'ils ne sont absolument pas limités. Au niveau de leur qualité intellectuelle et de leur capacité de relier tout à la Torah, les rabbins d'Espagne, ils sont astronomes, ils sont mathématiciens, ils sont philosophes, ils touchent à tout. Eh bien, cette capacité de tout recoller avec tout, eh bien, ça va être la grande, grande, grande spécialité de Rabbeinu Yitzhak Abrabanel. Quand j'ai commencé mes études à la yeshiva, j'ai quelqu'un avec qui je m'entendais très bien, qui était plus vieux que moi, et qui m'avait dit, il ne faut pas étudier Abrabanel quand on commence la yeshiva. Parce que je l'avais vu une fois un vendredi soir étudier Rabbeinu Yitzhak Abrabanel, et je lui avais dit, ah, je peux étudier aussi. Il m'a dit, non, toi, tu es en première année, c'est pas pour toi. J'ai dit, pourquoi? C'est dur? Il dit, non, c'est pas que c'est dur. Le problème, c'est que Abrabanel, qu'est-ce qu'il fait? Il veut te faire un commentaire de la paracha. Dans plein de livres, tu as des rabbins qui prennent les versets, ils t'expliquent les versets. Rabbeinu Yitzhak Abrabanel, il ne prend pas les versets, il va poser des questions sur la paracha. Maintenant, chaque question, c'est une page, hein, c'est pas de la petite question. Il pose une question avec tout le pile-poule qu'il y a derrière la question. Et une fois qu'il a posé 15 questions, qui donc t'ont déjà pris 15 pages de lecture rien qu'à comprendre les questions, alors il commence à donner les réponses, et il ne donne pas les réponses, mais il donne la réponse, qui est une synthèse des 15 questions. Alors donc pourquoi est-ce qu'il ne faut pas étudier Roi Vanel quand on est jeune? Parce qu'en fait, c'est pas que c'est dur, c'est qu'on n'arrive pas au bout. On est lassé au bout de la troisième question, et donc en fait, on n'a pas les réponses. Mais en vrai, si tu vas jusqu'au bout du commentaire, eh bien, Rabbeinu Yitzhak Abrabanel, il est vraiment, non seulement il est capable de faire des synthèses fantastiques, mais en vrai, il est lui-même la synthèse du judaïsme, de ce qu'on appelle l'âge d'or du judaïsme d'Espagne. C'est-à-dire, vous comprenez, Rabbeinu Yitzhak Abrabanel, il est le top de ce qu'on peut produire, de ce à quoi on peut arriver. Il nous fait rappeler Shmuel Hanagid, qui était un homme d'État. Il nous fait rappeler Rabbeinu Chizdaï Ben Chaprout, qui était un homme de science. Il nous fait rappeler le Ramban, qui était un rabbin, tout ce qu'il y a de plus entré dans la Kabbalah. Il nous fait rappeler le Rambam, qui était non seulement un rabbin décisionnaire, mais également féru de philosophie. Et ben on retrouve tout ça chez Rabbeinu Yitzhak Abrabanel. Donc, il est la synthèse de ce judaïsme d'Espagne. Je l'amène comme premier personnage qu'on veut évoquer aujourd'hui, parce qu'effectivement, en tant que synthèse, eh bien, après lui, ça ne peut être que plus mauvais. Pas que les rabbins ils sont moins bons, mais la situation va se dégrader énormément. On a dit il meurt en 1508, donc autant vous dire qu'il a vécu le Guérouche, et effectivement, notre histoire commence véritablement avec 1492. 1492, comprenez-moi bien, c'est une période absolument charnière pour l'histoire juive. Et pas parce qu'on a découvert l'Amérique. Ok, 1492, l'expulsion des Juifs d'Espagne va redistribuer les cartes dans le monde juif. Maintenant, je vous pose la question, et là, je vous pose une question, vous n'avez pas les micros ouverts, donc vous pouvez juste me faire avec les pouces. Vous me faites ou comme ça, ou comme ça. Est-ce que l'expulsion des Juifs d'Espagne, vous diriez que dans l'ensemble, ça a été positif ou négatif sur l'histoire juive? Négatif. Ah, toi, tu as le Négatif. micro ouvert, ah, bah, bravo, Colacamade. Il y a les chefs qui ont des privilèges, je vois. La Révolution française a commencé avec ça. Hein. Alors, toi, tu dis négatif. Tout le monde est d'accord avec le négatif? A priori, Regarde. je vous pose une autre question. Ok, vous êtes prêts pour ma question? Elle est volontairement provocante. Le 7 octobre, c'est positif ou c'est négatif? Ah. Ah, c'est sûr que c'est négatif. Vous vous rappelez maintenant de tout ce qu'on est en train de découvrir maintenant, qu'en fait, s'il n'y avait pas eu le 7 octobre, On l'Iran n'aurait aurait jamais attaqué certainement... l'Iran.
l'Iran aurait très certainement réussi à finir sa bombe atomique. S'il n'y avait pas eu le 7 octobre, est-ce qu'on se serait occupé des proxys de l'Iran avant de pouvoir s'occuper de l'Iran? S'il n'y avait pas eu le 7 octobre et que finalement le Hamas avait attendu et tous avaient attaqué en même temps, est-ce que ça aurait eu la même finalité? Quand on sait tout ça et qu'on repose la question, alors finalement le 7 octobre, eh ben vous voyez que c'est compliqué de prendre position. Eh bien, je dis pareil pour l'expulsion des Juifs d'Espagne. Évidemment que si on regarde sur le moment, ça a été des massacres terribles, ça a été un chamboulement incroyable. Mais qu'est-ce qui naît de l'expulsion des Juifs d'Espagne? Eh bien, naît le renouveau du peuple juif en terre d'Israël. Eh oui, les amis, attention, attachez vos ceintures parce qu'on part Il n'y en a en pas voyage. beaucoup qui sont venus en Israël. Ah, mais j'ai pas parlé des Juifs, j'ai parlé du peuple juif. Ah, c'est vrai qu'il y a peu de Juifs individuellement qui vont venir en Israël à ce moment-là. Mais est-ce qu'on ne serait pas, suite à l'expulsion des Juifs d'Espagne, en train de lancer la Géoula? Alors les amis, attachez vos ceintures, on y va, parce que tout ça nous emmène en l'an de grâce. En l'an de grâce 1500. Les amis, nous sommes en 1500, et vous savez quoi? Je vais même... Hop là. Hop là. Excusez-moi, j'ai été prendre un document magnifique. Voilà. Nous sommes en 1500, nous sommes à Lisbonne, chez Portugal, et c'est à ce moment-là, sous la domination de ce monsieur, connaissez ce monsieur? Ce monsieur, c'est le roi Emmanuel Ier du Portugal. Eh bien, sous le règne d'Emmanuel Ier, roi du Portugal, nous voyons la naissance en l'an de grâce 1500, la naissance dans une famille chrétienne, juive convertie. Ce sont des conversos, ce sont des maranos. Ok? Eh bien, mais ça y est, maintenant ils sont chrétiens. Eh bien, nous voyons la naissance du jeune petit Diego. Et Diego, de la famille Pérez, eh bien, Diego Pérez sera baptisé comme il se doit et va commencer à grandir comme un enfant chrétien à la cour du roi. Et il est très intelligent, il est très beau gosse. Très vite, il montre des capacités intellectuelles plus grandes que la normale. Et donc, eh bien, il est envoyé pour étudier à devenir prêtre. Il sera ordonné prêtre à seulement 23 ans. Et non seulement ordonné prêtre, mais comme il est super classe et beau et bien et tout ce que tu veux, eh bien, il est non seulement prêtre, mais il est récupéré par le roi Emmanuel Ier pour en faire son secrétaire particulier. Il devient donc, notre jeune Diego, le secrétaire particulier du roi du Portugal. Bon, bah, c'est génial, tout va bien. Attention, Manuel Ier, il le kiffe tellement qu'il va le fiancer avec sa propre fille, Isabelle de Portugal. Pas Isabelle la catholique, ça c'est d'Espagne, mais Isabelle du Portugal. C'est pas mal. Voilà une affaire qui roule. Et c'est à ce moment-là, en 1523, messieurs, dames, qu'arrive à la cour du roi Emmanuel Ier un homme. Un homme, on n'avait jamais vu ça à la cour portugaise. Un homme de couleur très sombre, pour ne pas dire noir. Très sombre, pas très grand de taille, pas gros du tout, qui détonne complètement avec le style des Occidentaux et des Portugais. Et il porte à sa main, enfin d'abord il a sur sa tête un turban, il a une longue robe du désert avec des fils qui se baladent le long de la robe et il porte à sa main un drapeau. Et pas n'importe quel drapeau, vous le voyez ici. Un drapeau rouge avec un Magen David doré et des versets en hébreu. Mais qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, cet homme incroyable se présente au roi du Portugal et lui dit: Votre Majesté,
je me présente. Et on n'a jamais vu ça. Je suis David, fils du roi Salomon, que son âme soit bénie. Et je suis le frère du roi d'Israël, Yosef, fils de Salomon. Il est le roi d'Israël dans le désert, à Chaïbar, et il est le roi de la tribu de Réhouven, de Gad et la moitié de Ménaché. Il règne sur 300 000 juifs. Vous entendez de quoi on parle là? Un roi juif en Arabie Saoudite? Eh ouais. Vous saviez, vous, qu'il y avait un royaume juif qui a duré 1000 ans en Arabie Saoudite? Qui était le royaume de Chaïbar? Je vous invite à écouter ce que les Arabes, qui nous aiment pas beaucoup, disent lorsqu'ils veulent crier haut et fort qu'ils veulent tuer des Juifs. Ils ont le même slogan qui revient tout le temps. Haïbar, Haïbar el Yahoud. Rappelez-vous, Juifs, ce qu'on a fait à Haïbar. Mahomet a massacré les Juifs qui habitaient à Haïbar. Seulement les musulmans ne se rappellent que de cette partie-là de l'histoire. Ils ne se rappellent pas que les Juifs n'ont pas tous été tués à Haïbar, ils se sont réunis et finalement ils ont massacré leurs ennemis et ils sont restés là-bas et pendant près de 1000 ans, 800 ans, eh bien, ils ont été des tribus autonomes qui faisaient régner la terreur sur tous les Arabes de la région. Eh bien, David ben Shlomo arrive devant le roi du Portugal et lui dit: je suis le fils du roi et le frère du roi actuel, et je suis venu au nom du roi d'Israël pour te demander ton aide. Comment ça, mon aide? Oui, donne-moi ton armée et ensemble, nous allons libérer Jérusalem et la terre d'Israël. Je vous rappelle qu'on est en 1523, il vient d'y avoir la conquête d'Israël par l'Empire ottoman. Suleiman le Magnifique, c'était 1517. Et donc, et puis avant ça, il y avait Bichlal, il y avait les Mamelouks. Donc il dit, viens, on va libérer Jérusalem des infidèles. Bon, le roi d'Emmanuel Ier, il ne sait pas quoi faire avec ça. Il dit, écoute, il faut que je parle avec mes conseillers, machin. Je te donnerai ma réponse demain. Seulement Diego, il n'a jamais vu un juif comme ça. Et tout d'un coup, l'histoire de sa famille, eh ben, lui résonne dans sa tête. Il sait qu'il vient d'une famille d'anciens juifs. Le soir, il n'arrive pas à trouver le sommeil. Tout se bouscule dans sa tête. Et quand finalement il trouve le sommeil, eh bien, il voit dans son rêve des anges qui lui parlent et qui lui disent qu'il doit revenir à son identité. Et la première chose à faire, c'est de se couper un petit bout, si vous voyez ce que je veux dire. Le lendemain matin, à l'aube, il arrive dans la chambre de David ben Shlomo et il lui dit: je suis ton serviteur, coupe-moi le bout, fais-moi la Brit Mila. Et là, David lui dit: mais c'est pas possible, enfin, j'ai promis au roi que je m'occuperai pas des Juifs du Portugal, on n'a pas le droit d'être Juifs ici, machin. Si je fais ça, non seulement on me tuera, mais en plus, toute l'affaire, elle va tomber à l'eau. C'est pas possible. Alors, notre Diego Pérez dit: très bien, je me le fais tout seul. Et il va se Brit Miler tout seul. Je ne sais pas comment il a fait, avec les dents, avec un couteau, je ne sais pas. En tout cas, à ce moment-là, il change de nom. Et il décide de s'appeler, au nom du roi d'Israël, Shlomo Molcho. Et Shlomo Molcho va partir avec David à Réhouveni et il va très vite essayer donc de l'aider dans sa conquête. Finalement, le roi du Portugal n'accepte pas de lui donner son armée, alors il s'en va et finalement, il part étudier chez Rabbi Yosef Taïtichak. Et Rabbi Yosef Taïtichak, qui était en Turquie à ce moment-là, eh bien, notre Shlomo Molcho va s'arrêter là-bas et va étudier là-bas. Là-bas, il se remplit de Torah, toute cette Torah qu'il ne connaissait pas, et il devient la Chavruta d'un personnage qu'on va évoquer un peu plus tard dans notre cours. La Chavruta d'un certain Rabbi Yosef Karo. Et ensemble,
ils vont écrire la partie Orach Chaim, une des 4 parties du Shulchan Aruch. Avec Rabbi Yosef Taitzak, avec Rabbi Yosef Karo, avec Rabbi Moshe Mitrani, ils décident de tous monter en Eretz Israël. Ils montent en Eretz Israël et là-bas, Rabbi Shlomo devient un des amis de Rabbi Chaim Vital, vous savez, l'élève du Harizal, qui dira de lui, Shlomo Molcho, Baki Bekol la Torah, il connaît toute la Torah, y compris la Torah de Kabbalah, il parle avec les malachim pendant la nuit, Kadosh. Là-bas, notre Shlomo Molcho va écrire une chanson. Alors non, c'est pas les Chadodi, c'est Rabbi Shlomo El-Kabetz, mais ils sont dans la même équipe. Shlomo Molcho écrit une autre chanson qu'on entend dans toutes les maisons juives depuis 500 ans, sans que personne ne sache d'où elle vient. On l'a même entendu dans les Miklatim ce Shabbat. Puisque Rabbi Shlomo Molcho écrit Shalom Aleichem Malaché Hasharet Malaché Elyon. Rabbi Shlomo Molcho Shalom Aleichem. Et vous savez quoi? Il n'en peut plus. Il ne peut plus rester là-bas, en Eretz Israël. Il voit la souffrance des frères juifs qui sont en Europe et qui sont poursuivis par l'Inquisition. Il décide de repartir en Europe. Il repart en Europe, il va en Italie. Et pas n'importe où en Italie, il va à Rome. Et pas n'importe où à Rome, il va chez le pape, Paulus, à Réville. Et il lui dit, non, pas Paulus à Réville, c'est le pape juste avant Paul IV. Je ne me rappelle plus comment il s'appelait. En tout cas, il va chez le pape et il lui dit, pape, je suis venu te dire que non seulement il faut laisser maintenant les Juifs pratiquer leur judaïsme, mais en plus de ça, il faut que tu m'aides à aller conquérir la terre d'Israël. Bon, le pape, il dit, c'est un petit peu bizarre. Il dit, ah, j'ai pas fini. Sache qu'il y aura une terrible inondation à Rome. Et il se tourne vers l'ambassadeur du Portugal qui est là. Il dit, sache-toi qu'à cause de ce que vous avez fait aux Juifs, il y aura un tremblement de terre terrible au Portugal. Bon, ben, non, oui, non, non, oui. Eh bien, au final, vous savez ce qui se passe? Eh bien, il se passe exactement ça. Le Tibre déborde de ses gonds. Rome est complètement inondée, des milliers de morts. Et 6 mois plus tard, il y a un tremblement de terre incroyable au Portugal. À ce moment-là, le pape il dit à Ishazé ou Kadosh, et il lui donne un ktavagana, un laissez-passer, un sauf-conduit, dans lequel il dit qu'il a le droit d'enseigner le judaïsme dans toute l'Europe. Sauf que, quand il arrive dans la ville de Ancône, eh bien, les Juifs là-bas, qui font tout pour ne pas se faire remarquer, ils n'aiment pas ça du tout, et ils le dénoncent. Ils le dénoncent comme étant un ancien chrétien qui est revenu au judaïsme, et ça, c'est passible de mort. Donc, il va se faire condamner à mort par le bûcher. Et lorsqu'on lui demande, est-ce que tu es prêt à revenir à la chrétienté? Il dit, absolument pas. Enfin, mon âme est là où elle doit être. Et il est brûlé vif. Seulement une fois qu'il est brûlé vif et qu'on enlève le corps du bûcher, eh bien, on se rend compte qu'on s'est trompé, que c'était pas lui. Oh. Et il continue à apparaître à Venise une semaine plus tard. Et il va continuer à sillonner l'Europe pendant des semaines et des semaines jusqu'à ce qu'il soit de nouveau attrapé, qu'il soit de nouveau condamné à mort et que cette fois on n'entende plus parler de lui. Bien que les Juifs de Venise prétendent qu'il s'est révélé à eux encore après les événements. Je ne sais pas quoi vous dire, mais Rabbi Shlomo Molcho fait partie de cette équipe de gens qui ont poussé à la résurrection juive à Jérusalem. Entre parenthèses, et on passe à un autre personnage, mais vous savez que le 7 octobre, un des premiers juifs qui s'est battu et qui est tombé au combat pour sauver d'autres membres du peuple juif, dans le kibbutz de Netiva Asara, c'est lui, Shlomo Molcho. Zichrono, évidemment, livracha. Alors les amis,
Rabbi Shlomo Molcho, c'est énorme. Oui, mais à côté de lui, vous savez qui c'est qui bosse? Bon, bah à côté de lui bosse une personnalité que vous connaissez évidemment tous, bien sûr, une autre jeune fille chrétienne qui s'appelle Béatrice de Luna Mendes. Bon, vous savez de qui je parle, évidemment. Qui est née en 1517, en 1510, et à qui on va cacher son judaïsme, car c'est une famille aussi qui s'est convertie de force. Jusqu'à ses 12 ans, on ne lui a jamais dit qu'elle était juive. Mais pour sa bat mitzvah, on lui révèle le poteau rose. Non seulement elle ne s'appelle pas Béatrice, elle s'appelle Chana, mais en plus de ça, elle n'est pas n'importe quelle juive. Elle vient de la famille des Benishti Nassi. Elle s'appelle Chana Nassi. Vous connaissez l'histoire de Donna Grazia Nassi, Mm, d'accord? mm, On va pas faire toute son histoire. Chana, elle est extraordinaire, cette dame. Mais mm. Chana Nassi, avec son neveu, Don Yosef Nassi, est-ce que vous vous rendez compte à quel point ils ont influencé? Qui était l'homme qui vivait chez eux en Turquie? Parce que finalement, après plein de péripéties, ils sont arrivés en Turquie. Et là-bas, en Turquie, il y a un homme qui vivait chez eux à leur crochet. Il s'appelait Rabbi Yosef Karo. Et il était le rave de Don Yosef Nassi et de Donna Grazia Nassi. Et c'est lui, Rabbi Yosef Karo, qui leur dit, il est temps d'utiliser toute votre influence et votre argent pour reconquérir la terre d'Israël. Mais pourquoi il dit ça, Rabbi Yosef Karo? Eh bien, parce que Rabbi Yosef Karo, en Turquie, entouré de ses élèves, amis, il reçoit un guilouille. Il reçoit un dévoilement divin qui lui dit, il faut partir en Israël. C'est la nuit de Shavuot. Et il décide qu'après Shavuot, eh bien, il part. Rabbi Yosef Karo va arriver avec toute une équipe. Ils vont arriver en Eretz Israël. Et ça nous amène à notre histoire de Rabbi Yosef Karo qui est réussi à convaincre Don Yosef Nassi non seulement d'avoir le droit de revenir, mais il va plaider la cause auprès des Ottomans et les Ottomans, Suleiman le Magnifique va lui donner la possibilité d'exonérer Tibériade d'impôts pour pouvoir y mettre les Juifs, Tibériade, Tzfat, et reconstruire une pseudo-autonomie. Ça devait être Don Yosef Nassi qui devait en devenir le roi. Finalement, il mourra et l'idée va tomber à l'eau. Mais au final, eh bien, ce qui va se passer, c'est que Rabbi Yosef Karo va arriver en Eretz Israël avec une idée très claire. On ne vient pas en Israël à ce moment-là pour juste venir en Israël. On vient en Israël pour accélérer, pour mettre en marche la Géoula. En Eretz Israël, à ce moment-là, il y a un rabbin. Il y a un rabbin qui est accepté de tous en Eretz Israël comme étant le patron. Il habite à Tzfat, il s'appelle Rabbi Yaakov Beirav. Et Rabbi Yaakov Beirav, sous l'impulsion de Don Yosef Nassi, de Rabbi Yosef Karo, eh bien, on va essayer de réunir tous les rabbins pour recommencer la smicha. Alors, de quoi je parle, les amis? Vous savez que dans le peuple juif, on doit avoir le Sanhédrin. Mais pour avoir le Sanhédrin, c'est-à-dire la grande assemblée des rabbins, eh bien, il faut 71 sages qui ont reçu la smicha. La smicha, ce n'est pas un examen rabbinique. La smicha, c'est l'ordonnance rabbinique qui te vient de quelqu'un qui l'avait, qui vient de quelqu'un qui l'avait, qui vient de quelqu'un qui l'avait, de Moshe Rabbeinu. Le problème, c'est que les Byzantins ont annulé la smicha il y a près de 1000 ans. Donc, comment on fait pour remettre en place la smicha? Eh bien, nous dit le Rambam, pour remettre en place la smicha, il suffit que tous les rabbins d'Israël s'unissent et disent, pour un, c'est lui le patron. Et c'est ce que les rabbins vont faire pour Rabbi Yaakov Berav. Et Rabbi Yaakov Berav, eh bien, va tout simplement prendre ce statut qu'on lui a donné pour donner la smicha ensuite à d'autres. Parmi eux, Rabbi Yosef Karo. Malheureusement, le processus de reconstruction du Sanhédrin n'a pas pu se terminer parce qu'il y a eu un rabbin à Jérusalem qui s'est opposé au process. Il s'appelait Rabbi Levi ben Chaviv Amar al-Bach. Et à cause de lui, eh bien, le Sanhédrin n'a pas vu le jour au XVe siècle, XVIe siècle. Mais l'homme est chané. Rabbi Yosef Karo
eh bien, fort de sa smicha qu'il a reçue, il va commencer à écrire le texte préambule de la résurrection du Sanhédrin. Rabbi Yosef Karo voit la vie en mode Géoula. Il sait qu'il est revenu en Israël, pas pour revenir en Israël simplement, mais pour amener la Géoula. Et donc, l'objectif du Sanhédrin, lui, il est rabbin, c'est pas un homme politique. L'objectif du Sanhédrin, c'est de réunir le peuple juif autour d'une seule halakha. Vous imaginez si aujourd'hui il n'y avait plus de marlokot, le monde idéal? Eh bien, il va essayer de réunir les juifs autour de la même halakha, et c'est là qu'il lance son projet pharaonique qui va s'appeler le Bet Yosef. C'est quoi le Bet Yosef? Vous vous rappelez, la semaine dernière, ou non, il y a 2 semaines, on avait parlé de Rabbi Yaakov Baal HaTurim, qui avait écrit la halakha selon 4 grands thèmes. Orach Chaim, la vie de tous les jours, Yoredea, les problèmes de cacheroute et tout ça. Également, Choshen Mishpat, pour les Dayanim, et Even Haezer, pour la vie intime. Les 4 grands thèmes de la vie juive. Eh bien, Rabbi Yosef Karo va décider dans ces 4 thèmes-là, de synthétiser les 3 grands décisionnaires du peuple juif. Le Rif, le Rambam et le Rosh, 3 personnages qu'on a déjà évoqués. Et à chaque fois, il prend les 3 avis et il fait la majorité. Et il en sort sa halakha. Les amis, comme son livre est énorme, eh bien, il décide d'en faire un profil de l'œuvre, d'en faire une version plus courte. Et cette version plus courte s'appelle le Shulchan Aruch. La table dressée. Vous comprenez que le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo n'est pas un livre de halakha comme les autres, parce qu'il avait pour vocation d'être accepté par tout Israël, de devenir la halakha commune à tout le monde, parce qu'on est en passe de reconstruire l'identité nationale d'Israël, et donc, eh bien, la Géoula est en marche, on a besoin d'une halakha. Alors, je ne vous cache pas que ça n'a pas vraiment marché, mais l'idée est lancée. Rabbi Yosef Karo, et cette époque-là, lance, suite à l'expulsion des Juifs d'Espagne, lance l'idée que Et Azamir Igia Vekol Ator Nishma Be'artzenu. Un autre personnage qui est aux côtés de Rabbi Yosef Karo à ce moment-là, puisque la Géoula est en marche, eh bien, il faut lui donner aussi une nouvelle Torah à cette Géoula. On ne peut plus se satisfaire simplement de la Torah de la Halakha, puisque Rabbi Shimon Bar Yochai nous avait enseigné dans le Zohar que c'est en étudiant, en se fiant, en se référant à Torah Tassod qu'on va pouvoir sortir d'exil. Et donc c'est pour ça qu'à ce moment-là se dévoile celui qui va complètement chambouler l'enseignement de la Torah Tassod, puisque dans les rues de Tzfat se dévoile un certain Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi. Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, c'est qui? C'est le Harizal. Et le Harizal va métamorphoser l'enseignement de Torah Tassod. Les amis, quand je vous parle, on parle de gens. Alors Rabbi Yosef Karo, c'est un vieux. Ok, il a atteint plus de 70 ans, 80 ans, ça va. Mais Rabbi Shlomo Molcho, il meurt à 32 ans. Le Harizal à 36, voire 38 ans. Comment est-ce qu'on peut devenir les géants de la Torah qu'ils sont devenus en si peu de temps? C'est absolument incroyable. Et le Harizal va insuffler, alors qu'il a vécu encore une fois très peu de temps, et Bichlal, son action juive connue, c'est 2 ans. C'est-à-dire les 2 ans où il était en Israël, après avoir passé, il est né à Jérusalem, ensuite il est parti en Égypte, ensuite il est revenu à Tzfat, c'est les 2 dernières années de sa vie à Tzfat qu'il a enseigné toute sa Torah. Je te dis, mais c'est complètement dingue qu'en 2 ans, il a réussi à métamorphoser le monde juif. Avec Rabbi Yosef Karo, eh bien, ils vont devenir les 2 piliers de la Géoula qui est mise en marche. La Halakha et la Kabbalah. Qui sont ensemble
et qui avance pour dévoiler une nouvelle ère dans le judaïsme. Alors effectivement, vous avez raison de le dire tout à l'heure, la majorité des Juifs ne sont pas encore revenus en Israël. Nachon. Mais grâce à Dona Grazia, grâce à Rabbi Shlomo Molcho, grâce au Shulchan Aruch, grâce au Arizal, le truc s'est enclenché. La Géoula a commencé, même si pour l'instant ça ne se voit pas du tout. Ça y est, le truc a commencé. Bon, ça c'est bien beau, mais c'est pour les Juifs qui sont revenus en Eretz Israël. Tous les Juifs ne sont pas revenus en Eretz Israël. Parmi les Juifs qui ont été expulsés d'Espagne, ben vous le savez, où vont-ils aller? Hein? Alors une partie, oui vas-y, dis-moi. Alors, d'abord, tu as tout à fait raison. D'abord, ils vont tous aller au Portugal. En Parce que c'est Italie, quand même tout près. en Alors, avant Turquie, l'Italie. en Europe. Attends, vous allez trop vite. 2 secondes. D'abord, il y a l'expulsion des Juifs d'Espagne. Ils vont tous au Portugal. Parce que c'est quand même juste à côté et que là-bas, ils sont encore tolérés. Mais 5 ans plus tard, lorsque le roi du Portugal veut marier son fils à la fille de Isabelle la catholique, elle dit Sababa, mais il y a des infidèles chez toi dans ton royaume, hors de question. Et donc, en 1497, c'est l'expulsion des Juifs du Portugal. Mais sauf que, à la différence de l'Espagne, ils ne sont pas expulsés. Ils sont tous convertis de force. Il y en a qui vont partir. Et où est-ce qu'ils vont partir? Alors là, vous pouvez dire, ils sont partis en Italie. Une grande partie vont partir en... On est parti au Maroc En espagnol. Hollande. Alors, Et en Hollande aussi, bien en fait, Hollande. bien fait. En Exactement. Hollande. Exactement. Hollande. D'abord, il y a une grande partie qui vont partir en Hollande, parce que là-bas, c'est, à l'époque, un grand royaume et qui tolère les Juifs sans problème, de manière non cachée. Et il y en a également qui vont partir en Afrique du Nord. Et puis, il y en a également qui vont rester au Portugal, mais cachés, et qui vont devenir nos fameux maranes. Et parmi les fameux maranes, il y en a un qui s'appelle Don Carlos Carniero. Et Don Carlos Carniero, les amis, il est l'amiral en chef de la flotte portugaise. Mais il est juif. Il est l'élève de Rabbi Menaché ben Israël de Hollande. Et il va, sous couvert de flotte portugaise qui fait la connexion entre Lisbonne et le Brésil, eh bien, il va réussir à amener plus de 3000 juifs au Brésil, parce que là-bas, ils pouvaient vivre leur judaïsme sans être inquiétés par l'Inquisition. Bon, mais vous avez parlé du Maroc. Certes, il y a plein de juifs qui viennent d'Afrique du Nord, et parmi eux, il y a une famille qui arrive au Maroc. Cette famille, c'est une famille d'éminents rabbins. Elle s'appelle la famille Palachi. Le plus connu arrivera plus tard. Il s'appellera Rabbi Chaim Palachi. C'est un géant de la Torah, mais c'est le XVIIe siècle. Mais dans notre histoire à nous, au XVIe siècle, eh bien, arrive un autre rabbin qui s'appelle Rabbi Shmuel Palachi. Et Rabbi Shmuel Palachi, né au Maroc, mais de famille espagnole qui a été expulsée et obligé de fuir, eh bien, il a choisi de devenir rabbin à ses heures perdues, mais ce n'est pas son métier. Son métier, c'est pirate. J'ai lu. Eh oui, Rabbi Shmuel Palachi, Oui. le pirate juif. Il n'y en aura pas qu'un, mais il est un des Ils sont plus deux connus. frères, non? Ils Alors, étaient deux frères. tu as raison, il y a aussi des frères pirates, mais ce n'est pas les Palachi. Ah, c'est pas Rabbi Shmuel Palachi, il est tout seul. Et effectivement, les pirates juifs commencent à se développer. Mais comment ça, des pirates? Oui, oui, des pirates. Des pirates, c'est-à-dire ils piratisent hein, avec le bandeau, ce que tu veux. D'ailleurs, entre parenthèses, et ça n'a absolument rien à voir avec la Torah, est-ce que vous savez pourquoi les pirates avaient le bandeau de pirate? Et ça n'est pas parce qu'on les a éborgnés. Le bandeau de pirate, reconnaissent pas hein? Pour ne pas les reconnaître? Pas du tout. Le bandeau du pirate, c'est pour des raisons purement techniques. Il est
tantôt sur l'œil gauche, tantôt sur l'œil droit. Parce qu'en fait, entre la cabine, la cale et le pont, il y a une différence de luminosité énorme. Et en plus, la mer, ça reflète la luminosité, elle est très grande. Si tu passes de l'obscurité de la cale à la lumière du soleil comme ça, c'est très dangereux pour les yeux. Et ça, ils avaient compris ça. Et donc, ils ont tout le temps un œil qui est dans l'ombre. Comme ça, quand ils sont dehors, il y a un œil qui est dans le noir. Et l'œil qui n'est pas dans le noir, bah, il voit le dehors, il s'habitue à la lumière. Et quand il rentre dans la cale, il tourne son bandeau sur l'autre œil. Comme ça, l'œil qui est habitué au sombre, eh bien, il n'est pas attaqué il n'est pas choqué par le changement de truc, il voit dans la cale. Et l'autre œil, il va petit à petit s'assombrir, et ainsi de suite. Voilà, ça c'était la petite anecdote pour le cache-œil de nos pirates. Eh bien, Rabbi Chaim Palachi, Rabbi Shmuel Palachi, pirate juif qui a son port d'ancrage avec ceux des pirates juifs à Kingston, en Jamaïque, il y a là-bas un cimetière des pirates juifs, pour de vrai. Des pierres tombales avec des croix, avec des crânes et marqués en hébreu et tout. Alors, notre Shmuel Palachi, il a tout sur son bateau d'un bateau de pirates, mais on ne vogue pas le Shabbat, si possible. On mange cachère et on ne pille, attaque, brûle et trucide que les navires espagnols. Eh oui, parce qu'on n'est pas très content de ce qu'ils ont fait avec l'expulsion des Juifs d'Espagne. Finalement, il va se faire approcher, pas que lui d'ailleurs, la majorité des pirates juifs, qui sont tous avec une dent contre les Espagnols, vont se faire approcher par le roi d'Angleterre. Parce que l'Angleterre et l'Espagne sont en guerre, et donc le roi d'Angleterre leur propose d'arrêter de faire les choses en petit et de devenir des mecs qui bossent pour lui pour attaquer les flottes espagnoles. Et tout d'un coup, les pirates juifs deviennent non plus des pirates, mais ils deviennent des corsaires. C'est la même chose, seulement tu as le droit, parce que les Anglais, ils t'ont dit que tu as le droit. Bekitso Rabotai, on est sur un chamboulement du monde juif. L'Afrique du Nord va commencer à prendre un essor au niveau du monde juif. Le monde ashkénaze va voir tout d'un coup arriver plein de juifs qui ont une autre tradition, qui de la Hollande d'ailleurs vont partir en Europe de l'Est. Et donc tout d'un coup, on va voir apparaître un nouveau rite, ce qu'on appelle la minag sfard, un mélange entre Sfarad et Ashkenaz. Et il y a surtout les débuts, les prémices de ce qui va se passer en Eretz Israël. Tout ça suite à l'expulsion des Juifs d'Espagne. Donc, je repose ma question du début. C'était positif ou négatif? Évidemment que sur le court terme et par rapport aux gens qui ont été tués, c'est terrible. Mais quand on regarde avec le prisme du long terme sur l'histoire du peuple juif, eh bien l'expulsion des Juifs d'Espagne a été un chamboulement, mais qui a permis de prendre un nouveau départ. Et c'est ce qui nous permet de terminer le 15e siècle. Tous ceux qui ont leur micro ouvert, vous pouvez les laisser ouvrir parce que justement, c'est fini et vous pouvez maintenant parler, poser des questions. C'est à vous de jouer. On est descendants d'Espagne, à Tétouan. Ah, il a fait Là, mal. c'est Benatar. Ah bah Benatar, de Rabbi Chaim Benatar, Chaim Je ne sais Akadosh. pas si on est de la même famille, mais Ah, c'est énorme. Alors, Rabbi Chaim Benatar, on en parlera la prochaine fois, certainement. C'est un tout petit peu plus tard, et il vient en Eretz Israël à la fin de sa vie. Bon, ça, c'est une autre histoire. J'ai une petite question. Vous avez parlé Oui. de grands sages, de grands rabbins, de grands personnages qui ont eu évidemment une influence énorme dans l'histoire du peuple juif. Est-ce que de leur vivant, ils avaient une influence sur les Juifs autour d'eux et quelle sorte d'influence? Alors, pour ce qui est de Rabbi Yosef Karo, par exemple, il a une influence énorme sur Dona Grazia et Don Yosef Nassi. Et donc, par effet boule de neige, une influence énorme sur tout le monde juif. Parce qu'eux, ils vont avoir vraiment une influence énorme. Donc ça oui. Après, Daniel, ton micro est ouvert. Daniel, ferme ton micro, s'il te plaît. סליחה. רגע.
Pourquoi on n'a pas le droit de rester ouvert? Ah On si, a le mais droit, mais mais il il y y a a plein de du bruit. bruit. Oh, Il y a plein de bruit. il y a du bruit. Ok. Bekitsour, donc, évidemment que, par exemple, Rabbi Yosef Karo, il a une influence énorme sur le monde juif de par Dona Grazia et Don Yosef Nassi. Mais au niveau de sa communauté en Eretz Israël, évidemment, le Shulchan Aruch s'est déjà imposé de son vivant. C'est-à-dire qu'il est reconnu en Eretz Israël comme étant le Maradéatra. Donc oui, il va avoir une influence sur les gens qui sont autour de lui. Pour ce qui est de Rabbeinu Yitzhak Abrabanel, il avait une influence en tant qu'homme d'État et en tant que rabbin influent à Lisbonne. Donc oui, mais de manière plus restreinte. Ok. Rabbi Shlomo Molcho, il n'a pas d'influence directe. Il n'a pas de communauté, il n'est pas rabbin de communauté. Donc il n'a pas d'influence au niveau des juifs qui l'entourent. Mais comme on a vu, il va laisser un chant qui va être repris dans toutes les maisons juives depuis 500 ans. Donc il y en a, oui, qui ont une influence grandissante, mais ce sont plus des gens qui vont poser les pierres de quelque chose qui va être beaucoup plus grand après. Moi, j'avais quelque chose qui n'est pas vraiment une question, mais parmi les grands marins de cette époque, les grands amiraux, les pirates, ils ont découvert il y a quelques mois que Christophe Colomb, en fait, est juif. On voit pas, je vois pas le livre. Mais non, parce que mon système, il est en flou. Alors dis-nous comment ça s'appelle, Ben, c'est un livre sur Christophe Colomb. C'est Christophe Colomb. On voit sa tête. Et alors, en fait, c'est un livre qui a été écrit par un Corse qui, pendant longtemps, a cru que Christophe Colomb était Corse. Mais toutes les analyses ADN qui ont duré 15 ans, faites en Espagne, hein, à Séville et à Grenade, ont dit qu'en fait, Christophe Colomb est d'origine juive. Top, nous c'est pas impossible, vous savez, le nombre de marins qu'il y avait, c'est très possible. C'est scientifique, hein, c'est sorti là il y a 2-3 mois comme info. Vous savez, aujourd'hui, on peut faire des tests ADN et il y a à peu près la moitié de la population mondiale qui peut avoir des origines par-ci ou par-là. Donc, je sais pas jusqu'où il faut remonter. Est-ce que ses parents, ils étaient juifs convertis? Ses grands-parents, est-ce que c'est plus lointain? Je sais pas si on peut savoir. On peut laisser un peu au goyim 2-3 personnalités importantes. On ne peut pas être tous juifs, c'est pas possible. Il faut leur laisser un petit peu, sinon c'est pas drôle. En tout cas, ça vient de là. Hein. En tout cas, Christophe Colomb, il y a un grand généticien espagnol qui, ça fait 20 ans qu'il a isolé l'ADN des fiches de Christophe Colomb, etc. Et en fait, il signait Christophe Kolombovitch. mais personne ne voulait le dire. Moi, je voulais dire que mon père était ashkénaze de Roumanie, Hongrie, mais mon grand-père turc s'appelait Cario. Ah, bah ça, c'est sûr que ça vient de là. C'est ça? Oui, sûrement. C'est une grande famille. C'est une très, très grande famille. C'est un grand honneur et une grande responsabilité. Merci. Kolakavod. J'espère. Bah Je oui. sais pas. Bah oui, tout à fait. Cario, c'est C-A-R-I-O, hein, pas Oui, C-A. c'est clairement, c'est Caro, hein, c'est bien sûr. Ah oui. Merci. Chazak ou Baruch. Top. Eh bien, les amis, Erev Tov. להתראות. Kol Tov.